Oh, oui, Madame Zoom. Oui, merci. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer en mode direct Facebook? On y va quand tu veux. Moi, je te prends la main et je te suis comme un grand garçon. C'est tellement génial. Je suis à mes premières armes. Je m'améliore, mais je suis quand même à mes premières armes de technologie. Cool. Donc, on va faire ça comme il faut. On va aller au bon endroit. Donc, groupe, on est dans le bon groupe. Voilà, c'est parti. Je vais juste m'assurer que tout est beau. Je vais ouvrir ça ici pour confirmer. Donc, on devrait avoir ça apparaître d'ici quelques secondes. Alors, ici, c'est parti. Le son est fermé là. Alors, tout a l'air bien beau. Je vais confirmer qu'on a une confirmation ici. Voilà, c'est parti. Faites ça comme une Alors, grande professionnelle. Seigneur, on va y arriver. Je suis tellement contente de le voir, Martin. C'est réciproque, vraiment. Quelle belle découverte, quelle belle surprise quand tu es apparu dans mon Messenger par l'entremise de notre ami commun, Daniel Blouin. J'ai dit comme, Oui. wow, quelle belle histoire. Ça Daniel, m'intéresse. Daniel qui m'a bien poussé en bas du nid. Écoute, dans un premier temps, je veux te dire merci pour ta générosité. Je sais à quel point ton temps est précieux. Je l'apprécie infiniment. Je suis touchée parce que t'es mon professeur, tu es mon mentor. J'ai fait ta découverte en 2016. En fait, grâce à un autre de Wow. tes amis, je suis arrivée avec François Lemay. Et Oui. moi, oui, et moi, ce que j'ai aimé de toi, c'est ton authenticité, c'est ta vision. À quel point pour toi, il y a de la place pour tout le monde, à quel point c'est la co-créativité que tu mets de l'avant, à quel point que tu ne veux pas t'adonner à la compétition et à la manipulation. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'est mon fond d'écran dans tout ce que je fais maintenant. Super. Ben écoute, il y a une raison aussi pourquoi je suis ici et que j'ai accepté parce que je dis toujours on s'associe pour des valeurs ou on se dissocie pour des valeurs. Et quand tu as des amis que tu respectes énormément comme Daniel Blouin, avec qui je partage tellement de valeurs, qui me recommande une personne comme toi, je veux dire, je fais beaucoup confiance, moi, à ces vibrations-là et aux valeurs de la vie. Donc, bravo pour Ah, ce fond d'écran-là dans tout ce que tu fais. magnifique, très important pour moi. Alors, je sais qu'il n'y a pas une grosse possibilité que des gens ne te connaissent pas ici, mais pour les quelques-uns qui C'est pourraient encore ne pas drôle, c'est te encore drôle. connaître, Crois-moi, je suis un grand inconnu et c'est bien correct comme ça. alors pour ceux qui te connaissent et qui sont vraiment excités que je te rencontre aujourd'hui, ben, je veux dire merci beaucoup et merci pour tous ceux qui ont réussi grâce à tes enseignements. Quand je t'ai rencontré, je n'étais pas certaine du projet que je voulais mettre de l'avant. Et je pense que la vie m'a fait passer un grand tsunami qui m'a dévié de mon projet et qui m'a amené à un autre projet. Alors, je ne savais pas que ça allait être intermédiaire. Je ne savais pas que j'allais sortir de mon cocon parce que moi, je l'ai dit souvent, la moitié de mes amis, de ma famille ne savait pas qu'est-ce que je faisais. Et c'est ton ami Daniel J'adore. qui m'a dit, Claudine, tu me mélanges là. J'ai essayé de trouver des mots pour passer à côté du mot médium. C'était comme pas possible pour moi de m'associer à médium. Puis tu connais Ah, Daniel, Claudine, tu parles avec les êtres décédés, donc c'est une médium. Puis là, je disais non, non. Puis là, j'arrivais avec un paquet d'autres idées, puis il me disait non, non, tu es une médium. Donc, Daniel a une grande, grande raison pour laquelle j'ai accepté d'avoir l'audace de ma une grande cohérence. capacité à mettre le doigt sur le bobo, comme on dit. Oui. Ah non, Alors, moi, c'est là que c'est. je voudrais savoir, Martin, toi qui as fait quand même un grand bout de chemin jusqu'à maintenant, là, depuis que tu es parti, est-ce que quand on a réussi comme toi, on arrive à se rappeler de où on était au départ et quelle était ton intention à ce moment-là avec l'AZ? Ben, en fait, je pense que c'est d'abord avant tout essentiel de ne pas oublier de où on est parti. Est-ce que ça peut arriver qu'on fasse un détour et qu'on l'oublie? Absolument, ça m'est arrivé. Personne n'est immunisé on va dire, à l'effervescence du succès, de l'approbation, de la survalidation, des compliments que tu crois que c'est qui tu es, alors que c'est Mhm. simplement des compliments. Donc, moi, ça m'est arrivé de me perdre en cours de route et peut-être d'oublier un peu de où je venais, mais c'est là, très souvent, l'entourage
est super important et d'être capable d'entendre des choses des fois que tu fais plus bien que tu faisais avant, mais seulement des vrais amis vont être peut-être capables de me dire ça. Heureusement, je suis entouré d'amis qui ont été capables de me dire cela, donc je ne me suis pas perdu longtemps. Mais à la base, l'intention, en fait, Claudine, était vraiment simple. C'est exactement comme tu l'as décrit. C'est que, bon, moi, pour ceux qui ne le savent pas, en 2001, je suis parti un peu avec ce projet-là un peu fou. Donc, moi, ce n'était pas médium, mais c'était conférencier et auteur dans le domaine du leadership. Euh, Sauf que j'avais 23, 24 ans et tout le monde qui faisait ça à cette époque-là, c'était des gens qui étaient 50 ans et plus, ou qui avaient escaladé le mont Everest, ils avaient remporté des médailles olympiques, ou c'était des grands hommes ou femmes d'affaires renommés. Et moi, j'avais 23 ans, je voulais me balancer comme conférencier. Et en plus, à l'époque, c'était pas du tout populaire. Alors, à l'époque, pour voir un conférencier, il fallait que ta compagnie en invite un. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TEDx, il n'y avait pas rien. Il fallait que tu achètes une cachette VHS à cette époque-là, si tu voulais même en voir un, là, tu sais. Donc, c'était très bizarre. C'était quasiment l'équivalent de vouloir s'afficher comme médium, mais à l'époque, c'était comme genre mon truc à moi. Et là, j'ai fait ça pendant 10 ans, avec des départs très, très difficiles, comme n'importe quelle entreprise, si on veut. J'en ai couché dans mon auto, j'ai eu mon électricité déconnectée, mes billes de téléphone impayés, téléphone déconnecté. Donc, bref, c'était assez difficile alors que moi, j'étais en train de parler de succès, alors qu'en arrière-scène, j'en avais pas du tout, mais j'aime toujours de dire que c'est OK de visiter ces incohérences parce qu'à un moment donné, c'est ça qui nous permet d'être in cohérence. Incohérence, in cohérence. Donc, d'aller toucher au précipice de son incohérence, ouais, ça permet de recalibrer, de nous réaligner. Toujours est-il que j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc, après ça, le succès a commencé. J'ai écrit des livres. Mais j'avais des gens exactement comme toi qui venaient me voir et qui me disaient, Martin, comment tu as fait pour commencer à partir de zéro? Comment tu as fait pour te faire connaître? Comment tu as fait pour charger tes conférences? Comment tu as fait pour écrire un livre et en vendre autant d'exemplaires alors que tu étais un inconnu? Comment tu as fait pour devenir coach? Comment tu as fait pour te lancer sur Internet? Et à un moment donné, ben, je me suis dit, OK, je peux aller prendre des cafés avec ces gens-là pour le reste de ma vie pour leur expliquer. Mais je me rappelais que lorsque moi, j'avais rencontré Jean-Marc Chaput et que je lui avais dit si tu avais un conseil pour moi qui rêve d'impacter, de faire ma différence et de vivre de ma passion, ce serait quoi? Et Jean-Marc, dans toute sa bienveillance et sa simplicité légendaire, il avait dit reste toi-même. Et là, j'avais dit OK, mais j'ai dit on commence où? Comme genre le marketing, qu'est-ce qu'on fait, comment on structure sa conférence? Il dit reste toi-même. C'est ça qui est important, sois toi-même. J'étais comme, OK, j'appréciais le conseil, mais en même temps, je me disais, OK, Mais encore. comment je fais? Faut-tu que je fasse des factures? Ça me prend-tu un logo? Comment je vends ça? Tu sais, ma question était peut-être un peu plus dans le granulaire et ça ne tentait pas d'aller là. Donc, je me suis dit, ouais, il y a des choses que j'ai mis en place, il y a des choses que j'ai faites différemment. Et je sentais qu'il y avait tellement de gens qui avaient ce même désir-là que moi j'avais eu, soit de impacter, influencer, enseigner, éduquer, vendre un savoir ou une information qu'on appelle aujourd'hui. Et je voyais très bien que c'était en train d'être une forte, forte tendance. Et je me suis dit, si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Parce que je voyais énormément que cette tendance-là est en train d'exploser, surtout avec l'ascension d'Internet. Et c'est là qu'est née l'Académie Zéro Limite. En fait, j'étais dans une réunion avec Isabelle Fontaine, Jasmin Bergeron, Alain Sanson, Patrick Leroux, Sylvain Boudreau, qui sont tous des amis. À cette époque-là, je n'étais que conférencier et auteur. Et là, un souper qu'on avait, je leur ai dit, j'ai une idée et je voudrais savoir votre feedback. Mais la raison pourquoi je leur pose la question, c'est que je ne me sentais pas légitime, moi, de dire, moi, je vais enseigner aux gens comment faire. Tu comprends? J'avais un méga syndrome de l'imposteur. Mais je me suis dit, je vais demander à mes amis, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et ils vont me dire, mais non, Martin, ne fais pas ça. Tu n'es pas le gars pour faire ça. Là. Et que j'ai déposé l'idée que je lance une académie. Ça va s'appeler l'Académie Zéro Limite et on va enseigner nos corps de métier. Mais je vais enseigner à partir de la prémisse de ce que moi, j'ai mis en place pour parvenir en partant de zéro. Et peut-être dans l'optique de créer une nouvelle génération de gens qui vont faire ce qu'on fait, leur montrer comment bien faire le métier. Et aussi, tu comprends, comme peut-être leur permettre aux autres aussi de vivre la carrière de rêve qu'on a. Et
Sylvain Boudreau, qui est un bon ami, ça fait longtemps, c'est un de mes bons mentors, parce que lui, il dit toujours la vérité. Là, c'est rare je ne l'ai jamais vu bullshiter de sa vie. Là. Mhm. Et il y a eu un silence quand j'ai fini, puis là, Sylvain dit Marthe, Marthe, Marthe. Il commence toujours ses phrases de même quand il me parle, il m'appelle Marthe. Marthe, Marthe, Marthe. T'es exactement le gars pour faire ça. Là, j'étais comme, vraiment? Il dit, yeah, c'est parti de zéro, t'es un leader, tu sais. Gars, il dit, vas-y, moi, je passerai la mop à ton événement si tu veux. Et là, on a commencé, ça m'a donné confiance, Isabelle a validé. Donc là, je me suis dit, OK, wow, mes pairs valident que je pourrais peut-être avoir cette posture-là de dire, hey, on va juste essayer de vous expliquer les choses, ceux qui auraient un intérêt, à place de faire 1001 essais-erreurs, on va peut-être un peu essayer de vous donner un peu de guidance, de direction, des outils, des erreurs qu'on a faites. Et de là est née la première Académie Zéro Limite qu'on a faite à Lévis, à Québec. Je pense qu'il y avait comme 60 personnes dans la salle. Et maintenant, c'est rendu un truc international dans 53 pays avec des milliers d'étudiants et d'étudiantes et aussi des milliers d'histoires à succès de tout niveau. Des gens qui sont devenus médiums, des gens qui sont devenus véritables légendes en pleine conscience, des gens comme Dan Blouin qui sont en coach, en zone de confort, des affaires que tu n'aurais pu jamais imaginer il y a quelques années, mais maintenant, ce sont des métiers qui existent et qu'on soit pour ou contre. L'évolution de l'économie et de la société fait en sorte que c'est des métiers qui existent et wow, quelle chance pour nous qui voulons nous réaliser en faisant notre différence et en impactant. Donc, pour la petite histoire, là, en 7 minutes, on va dire, c'est important de ne pas oublier d'où on vient et l'intention de départ, c'était vraiment de faire ma différence, de répondre à cette question-là qu'on me posait tellement, de comment faire. Et je me suis dit, wow, ce serait vraiment sympathique si des gens comme moi pouvaient commencer à le faire parce que je voyais que l'industrie n'était pas développée comme aux États-Unis. Tu avais déjà des coachs en médium, tu avais déjà des coachs en pleine conscience, tu avais déjà des coachs en deuil. Il y avait une industrie incroyable qui s'était développée. Puis nous, c'était, ah non, 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 hey, faut pas faire ça. Puis j'étais comme, non, moi, je crois qu'il y a un truc à faire, mais encore faut-il avancer avec éthique, avec bienveillance. Donc, je me suis dit, on va essayer de cadrer ça le plus possible. C'est ma plus grande fierté, moi, de t'entendre dire ça parce que je l'ai tellement acheté, ça, la bienveillance. Et je sais à quel point il y a des gens qui ont les grands de ce monde qui sont passés par ton école. Moi, j'ai justement rencontré Daniel en 2016. Là, il m'avait vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Il y avait quelque chose dans lui qui avait la même drive que moi au masculin. Et d'ailleurs, ça a été très cohérent parce que je l'ai rencontré là, j'ai suivi ses formations, il m'a poussé à ouvrir les miennes, j'ai ouvert mes propres cohortes. Jamais j'aurais pensé faire ça. C'était même pas dans mon plan de match quand j'ai rencontré Daniel. Il brasse la cage. Il m'a challengé sur des affaires. Puis aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas trouvé mon travail actuel, je l'ai créé. Donc, c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que je n'ai pas cherché quelque part pour le trouver. Moi, j'arrive de l'aérien. J'ai 35 ans d'expérience en arrière de moi. Ce n'était pas du tout le plan de match au départ. Mais honnêtement, en quelques semaines, quand il m'a challengé à faire ça, j'ai créé la moitié de mon salaire annuel dans l'aviation. C'est Donc un là, truc de fou. Et ce que tu dis, je veux dire, c'est tellement puissant parce que moi, j'essaie de l'expliquer à ma façon aux gens qui vont joindre l'Académie Zéro Limite, aux gens qui se cherchent. Souvent, les gens vont dire, j'ai pas trouvé ma mission, j'ai pas trouvé ma passion. C'est exactement ce que je leur dis. Je dis, désolé, tu ne trouveras jamais parce que ça se crée. exact. Ça se crée dans l'essai-erreur, ça se crée en sautant en bas du nid, ça se crée en osant, et en as you go, en mode création, qui est des itérations que j'appelle, là, tu connectes les points. Comme, ah, ben, finalement, je ne suis pas mort. Ah, finalement, ma famille ne m'a pas lancé en bas d'un précipice ou brûlé sur un bûcher. Ils comprennent mieux. Mais souvent, on aimerait tellement trouver le truc que ça va être comme genre Eureka, c'est comme waouh, j'ai trouvé, tout le monde aime ce que je fais, tout le monde comprend ce que je fais. Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse. Non. Très souvent, c'est plus un chemin de résistance, un chemin qui fait peur, un chemin de remise en question. Et quand on décide d'aller, là, ben là, on est en mode création. Ben, c'est long avant de trouver sa foi inébranlable parce que c'est sûr qu'on est très intimidé par tout ce qui vient avec ça. Je veux dire, en commençant, j'ai même osé demander à Daniel de signer ma préface quand que je commençais mes idées de fou, là.
puis que j'avais aucune idée où ça s'en allait, tout ça. Et je trouve ça inspirant, moi, justement, c'est ça qui fait que j'ai ouvert la cohorte, c'est qu'on travaille tous sur un plan différent, mais pour la même raison. Je fais un peu la même chose que Daniel pour justement inspirer les gens à être, à mettre en lumière leur unicité et à être dans leur Ouais. foi inébranlable pour à prendre un projet. Donc, qu'est-ce que tu trouves inspirant, toi, dans justement le fait que quelqu'un arrive à se faire tellement confiance qu'il va être capable de se propulser puis arriver à faire réaliser son rêve, faire ce qui est sa plus grande passion. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Parce que dans le fond, c'est ça ta mission. Tu en as vu tellement au fur des années là, passées. Écoute, c'est une excellente question. Pour moi, c'est probablement, tu parles de foi inébranlable. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui me fait vibrer là-dedans, dans le sens que qu'est-ce qui m'inspire, c'est probablement cette foi. Parce que pour avoir une foi inébranlable, ça prend aussi une foi envers le dépouillement. Ça veut dire d'être capable finalement de laisser aller ses couches identitaires, de laisser aller le titre de 35 ans dans une division aérienne, de laisser aller un salaire, de laisser aller, il y a une foi de dépouillement, de dire comme, wow, OK, je sors de ça. Mais pour moi, qu'est-ce qui est inspirant, c'est que en fait, la vie devrait être constituée de ça. Tu comprends? C'est pas quand on va arriver à la fin pour rencontrer notre créateur, notre créatrice, peu importe vos allégeances spirituelles, qu'on va dire, Caroline, j'aurais dû essayer. Je sais que ça fait cliché, peut-être un peu comme explication, mais moi, je retire une méga force d'inspiration spirituelle, motrice, à me connecter à ce jour-là. Et l'image que j'utilise tout le temps, c'est de me dire, OK, quand je vais arriver en haut, admettons qu'il faut que j'aille à la réception pour me présenter, OK? Et que là, ils vont dire, OK, votre nom, je vais dire Martin Latulippe. Et là, ils vont dire, OK, parfait. Ils vont sortir ma filière, OK? Et là, ils vont dire, OK, parfait. Donc, admettons que je n'avais pas lancé l'Académie Zéro Limite, OK? Admettons que le gars dit, OK, tu as joué au hockey, bravo, OK, parfait, tu as une femme, OK, 2 enfants, c'est beau, tu as écrit 2 livres, conférencier, impliqué dans ta communauté. Bravo, c'est bon. Donc, 3e porte à droite, excellent, belle vie. Et là, en tournant vers la porte où ce qu'ils m'ont indiqué d'aller, mon œil voit qu'il y avait à peu près 65 autres choses sur la feuille. Mais j'ai l'impression qu'il m'en a lu juste comme 10. Et là, moi, par curiosité, je vais dire comme, hey, juste par curiosité, là, je vois que c'est la liste d'un autre, ou comme je vois que la liste continue, puis tu comprends, c'est comme tu en as nommé 12, là. Ah, il dit non, il dit ça, c'est ce qu'on avait en banque pour toi, c'est juste que tu n'as pas osé. Tu comprends, t'as pas osé. On avait tout ça pour toi, tu aurais pu le faire, mais c'est juste que tu ne l'as pas fait. C'est OK, porte à droite. Tu as une belle vie, là. Moi, je veux arriver en haut, là, tu sais, l'éponge tordue, à sec, il n'y a plus une goutte dedans. Okay? Mon chum Dan Henry dit « die empty ». Je vais mourir, il n'y a plus rien dans mon réservoir, tu comprends? Et pour faire ça, ça prend un exercice, selon moi, sans fin de dépouillement, de j'ai envie de quoi présentement? Qu'est-ce que je pourrais tenter? Et quand les peurs montent, quand le narratif que c'est impossible, quand le narratif que qu'est-ce que les autres vont penser sort, ben, il faut être capable de reconnaître que c'est l'ego, c'est le personnage qu'on s'est construit, c'est l'identité dans laquelle on est devenu familier, mais en même temps, est-ce que c'est ça qui nous fait vibrer? Est-ce que c'est ça qu'on veut tenter, oser? Dans la grande majorité des cas, des gens avec qui je travaille ou qui se sont réalisés dans des métiers comme on est en train de parler aujourd'hui, que ce soit Dan, François Lemay, Mélissa de Martin-Roberge, toutes sortes de personnes que j'ai pu accompagner, mais il y a eu cet acte-là de dépouillement d'une ancienne identité, d'une ancienne vie quasiment, de oh, qu'est-ce que les autres vont penser, les gens ne comprendront pas ce que je fais, mais en même temps, ça me parle. Ça, c'est inspirant. Ça, je me dis, wow! Et moi, c'est de même que je veux vivre ma vie. Donc, ça n'a pas besoin d'être la vérité. Écoute, c'est ultra inspirant ce que tu dis, parce qu'au travers de tes poussées de vie, est-ce que tu sais reconnaître les signes qui sont placés là pour que tu puisses, est-ce que tu es à l'écoute parce que tu parles de ta spiritualité? Je fais juste penser à tes 2 amis, François Lemay avec son histoire du grand héron.
pour son père, puis Daniel avec sa buse pour le voisin qui voulait un signe costaud. Est-ce que tu peux dire que tu es connecté à regarder ce que justement la vie met sur ton chemin? Oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, à l'époque, j'avais l'impression que c'était juste des synchronicités, que je me disais, bah, c'est moi qui fais une lecture, qui veut bien attacher un sens à cela. Mais en même temps, même si c'était que ça, que je ne crois pas, parce que je pense qu'il y a aussi des signes, des gens qui peuvent on a des guides qui peuvent nous envoyer des signes, mais si ce n'était que ça, le sens que moi je décide d'y attacher, la signification que je décide d'attacher à un oiseau qui atterrit quand je demandais un signe, ben, il y a plein d'études qui démontrent que juste l'acte de prier à tous les jours et de se recueillir, parce que pour toi, ça fait sens mettons, de remercier ton créateur ou ta créatrice ou peu importe, juste cette intention-là améliore ta qualité de vie, diminue ton stress ou ainsi de suite. Et il y a eu plein de recherches qui ont été faites en neurosciences. Donc, ne serait-ce que d'être une personne qui, lorsqu'il y a des synchronicités de la vie qui arrivent, d'être en construction d'un sens ou d'un narratif qui est positif ou porteur pour ta mission, c'est archi sain à mon sens. Okay? Mais avec le temps, j'ai fait et ça, mais j'ai aussi compris que, attends, il y a des trucs inexpliqués, inexplicables, hors de mon contrôle, personne ne savait. Je l'ai même ressenti à la limite. Et donc, c'est un mix des deux. Donc, ma femme, elle est la championne de la Terre pour ça. C'est incroyable. Elle prie à tous les jours. Elle se lève le matin et elle dit j'avais posé telle question hier, puis un matin, tel truc s'est passé, c'est mon signe. Telle affaire m'a été envoyée par mon père. OK, celle-là, ça m'a été envoyé par, comment ça s'appelait ça, son ami, là, Micheline. Tu sais, donc, c'est fou, là. Elle a des personnes spécifiquement à qui elle va demander selon telle situation, puis elle va identifier, mettons, qui l'a envoyé. Là, des fois, je déjeune, puis je dis tu pousses-tu pas trop, là? Elle dit non. Elle dit moi, elle dit je le sais. Je suis comme, l'important, c'est que tu le saches, mon amour, tu comprends? Donc, ouais. Mais on pourrait en parler longtemps. Oui, mais en suivant ton intuition, tu as fait aussi des grands dépassements. Je veux dire, tu t'es poussé dans des grands défis dernièrement physiques, sportifs, et tu es allé jusqu'à faire un jeûne. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de spirituel, intuitif, plus grand que nature dans des défis comme ça. Comment on fait pour arriver là? Qu'est-ce qui t'inspire dans ça? Tellement de choses. Honnêtement, je suis rendu un obsédé de ça. Premièrement, c'est la vulnérabilité. Que c'est quand on fait face à un défi qu'on accepte que c'est possible qu'on échoue. On fait la paix que c'est possible que le défi nous casse ou peu importe. Il y a un endroit de vulnérabilité que je trouve très doux. Aller me déposer dedans, c'est comme wow, je ne sais pas si je peux le faire. Donc, à partir de cette prémisse-là de vulnérabilité, d'humilité, ben, montent mes insécurités. Des fois, des insécurités ancrées en moi depuis des années, des décennies, des excuses, des justifications, des schémas psychologiques que je me retourne en boucle. Et face à ce défi-là que je me lance, qui éveille vulnérabilité et humilité, c'est comme un mécanisme, monte des peurs, monte des doutes. Et moi, maintenant, je suis rendu un peu obsédé à observer ce qui me monte et essayer de le dissoudre. Parce qu'il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que si ces excuses-là ou ces narratifs-là ou ces justifications-là montent face, mettons, à un défi comme le jeûne, l'idée ici, c'est de se dire, si ça monte face au jeûne, ou d'autres dans ma vie montent et se présentent ces excuses-là. Est-ce que ça se présente dans mon marketing? Est-ce que ça se présente dans mon ambition? Est-ce que ça se présente dans les idées de fou que j'ai pour aider ma communauté? Donc, j'essaie de voir, en fait, et m'amuser avec cela. Donc, il y a une grande notion de plaisir, mais une grande notion aussi d'observation. C'est que je suis tout à fait au clair que ça se peut très bien que j'échoue, mais ce n'est pas la finalité qui m'intéresse du défi. C'est m'incliner face au fait que le défi me fait peur et je sais que là, il y a plein de trucs de fou qui me montent. Et mon boulot ou ma grande joie et mon plaisir, c'est d'essayer de voir comment je peux dissoudre cela et comprendre que la vie présentement, face à un défi, est en train de me présenter les circonstances pour me rappeler pourquoi je ne suis pas libre encore.
Parce qu'en fait, si l'excuse ou la justification prenait moins de voix dans mon cerveau, je serais plus en liberté, je serais plus en paix d'esprit. Donc, pour moi, la game se joue beaucoup à essayer de trouver des défis où est-ce que je vais avoir du plaisir, essayer de trouver des défis où est-ce que je vais pouvoir peut-être marcher un chemin que je n'ai jamais marché. Et ça déclenche plein de trucs en moi et c'est quand ces choses-là montent en moi que le plaisir commence. Donc, c'est sûr qu'inévitablement, je vais essayer de choisir des défis que je crois qui peuvent aussi améliorer ma santé, qui m'amènent à explorer des parties de mon corps ou de ma psychologie, de mes émotions que je n'ai jamais explorées encore. Et à partir de là, moi, j'ai une partie de plaisir incroyable. Il y a des gens qui voient de la performance à outrance, mais c'est parce qu'ils oublient le contexte. Okay? Moi, je crois qu'on vit dans une société maintenant qui est riche d'informations, mais pauvre de contexte. Donc, les gens, il y en a peu qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ces choses-là? Bien, parce que ça me rend heureux. Parce que je suis un meilleur humain aussi à faire. Je suis un meilleur papa, je suis un meilleur époux, j'ai plus d'énergie, je suis un meilleur entrepreneur, je suis un meilleur coach. J'ai été à des endroits dans ma tête où je croyais qu'il m'était impossible d'aller, que ce soit avec des Ironman, et j'étais sédentaire pendant 25 ans. Okay? Donc, j'ai pas. Donc, mais maintenant que j'ai été là, je ne peux pas désavoir qu'est-ce qui est possible en moi. Je ne peux pas dire oui, mais là, tu viens d'ouvrir un autre boucle en disant quoi d'autre qui est possible, en fait. Je croyais littéralement blanc sur noir que c'était impossible de compléter un Ironman. Mon premier 5 km que j'ai fait, j'ai arrêté à 19 reprises. Là. Donc, de là, de dire je vais courir un marathon, faire 180 km de vélo, plus 4 km de nage dans la même journée en passant, c'est loin. Mais une fois que tu as accompli ça et tu regardes le terrain et les habitudes ou le départ humble et vulnérable que j'ai expliqué, les excuses qui avaient monté, comment on les a dissous, maintenant tu te dis, est-ce que cette mécanique-là se réplique dans un jeûne? Est-ce que cette mécanique-là se réplique dans pas relever de défi du tout? Parce que peut-être qu'un défi peut être ne pas relever de défi. Et là, si je ne relève pas de défi, vulnérabilité, humilité, parce que là, je vais peut-être me dire, mais là, je suis en train de rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse de quoi? Non. OK. Ce narratif-là, essayons de le monter, essayer de le dissoudre et de voir, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu as besoin d'être occupé? Pourquoi tu as besoin d'occuper ton esprit? Pourquoi même tu as besoin de faire un défi? Peut-être que tu n'as pas besoin de faire un défi. Et je m'amuse avec cela pour juste essayer de dissoudre les nœuds émotionnels, psychologiques, les excuses, les narratifs qui montent en moi. C'est comme un jeu auquel je joue, si on voudrait le décrire. C'est comme un gros terrain de jeu. Ça veut dire que ton entraînement mental était tellement plus développé, plus fort, plus en avance que ton entraînement physique pour arriver à faire ça alors que ton corps souffre? Oui, c'est sûr. Mais même la souffrance, c'est un truc assez impressionnant, dans le sens que là, je ne parle pas des gens qui ont des douleurs chroniques. Moi, ma femme, elle vit avec des douleurs chroniques et ainsi de suite. Donc, je ne parle pas des gens qui ont des conditions. Je parle, mettons, d'un humain normal. Okay? Moi, j'allais marcher, ça me faisait mal. Je courais 5 km, je revenais, j'étais détruit. Okay? Fallait que je marche. Mais ça me faisait mal là, quand je le faisais. Oui, mais il y a une raison pourquoi ça faisait mal au début. Parce que j'étais sédentaire pendant 25 ans. J'avais construit des narratifs au niveau de mes habitudes de vie et mon hygiène de vie qui étaient, la réalité, c'est que j'étais familier. Et j'aimais mieux gérer l'inconfort de ma zone familière que l'inconfort de me transformer. Ça, c'est important que les gens le comprennent. Tu sais, Daniel parle de la zone de confort et je suis d'accord avec lui. Mais moi, je parle de zone familière. Parce que la réalité, c'est que quand j'étais en embonpoint et quand je n'avais pas des bonnes habitudes de vie, quand j'étais fatigué, je n'étais pas dans une zone de confort. C'était pas confortable. Je me regardais dans le miroir, je n'étais pas confortable. Oui, OK, je m'acceptais, je m'aimais, mais je n'étais pas. Non, c'était familier. Mais il faut comprendre que la zone de familiarité vient aussi avec des inconforts et des insatisfactions. C'est juste que ça devient familier, un peu comme l'eau tiède. Ça ne brûle pas, c'est pas froid, c'est tiède, c'est correct. Ce que moi j'ai compris, c'est que la zone, pour se transformer, elle vient avec le même genre d'inconfort. C'est juste qu'il faut peut-être prendre des bouchées un petit peu plus petites, avoir juste un petit peu plus d'assiduité sur une période de temps importante. Et là, c'est comme si on traverse le mur du son. C'est comme si de l'autre côté, on est comme je rencontre un humain que je ne connaissais même pas. Puis il était en moi en plus. Okay? Donc, cette notion-là de comprendre que oui, le mental est important, mais des fois, le mental et le physique sont
sont pas à point. Mais je suis un grand fan de l'action. Je pense que des fois, de continuer à le faire, à un moment donné, bien, ça change ta relation, par exemple, avec ce que tu viens de dire de la douleur. Donc, oui, mon corps est en douleur, mais il y avait des raisons pour ça. Mais en même temps, tu sais, moi, quand je m'entraînais, je vous donne un exemple, je faisais du CrossFit, il fallait que ça fasse mal. Je sortais du CrossFit, je ne marchais pas pendant 4 jours. Moi, c'était ça, m'entraîner. À cette heure, depuis 2 ans, honnêtement, beaucoup de mes entraînements, c'est prendre une marche de 45 minutes. Beaucoup de mes entraînements, c'est courir à un rythme d'une zone cardiaque de 1 à 2. Ça veut dire, mettons, un 120, 130 battements par minute, où ce que tu peux facilement avoir une conversation avec quelqu'un. C'est juste qu'à la place de le faire une fois et aller courir ma vie, j'ai des rendez-vous avec moi-même. Tout ce parcours-là de défi m'a fait comprendre que je prenais la santé d'un mauvais angle. Je n'avais pas compris, en fait, que c'était plusieurs petits rendez-vous avec moi-même, avec assiduité, m'amenait à avoir moins de souffrance. Plutôt que de penser que moi, il faut que j'aille dans le gym, il faut que je lève tous les poids, il faut que je fasse du CrossFit, il faut que je sake les cordes, que je sorte de là mort. Souvent, ça m'amenait des blessures, ça m'amenait à abandonner, ça m'amenait à avoir de la souffrance. Alors que là, je n'ai jamais été pas dans la souffrance de toute ma vie, mais les gens pensent que je suis dans la souffrance parce qu'il manque de contexte. Ils ne comprennent pas toute la préparation, le coaching, l'accompagnement, les questions que j'ai posées. Mais ils voient juste comme « Oh my God, 3 jours de jeûne, 12 heures de Ironman. » Oui, mais attends, il manque tellement de contexte. Okay? Mettons les choses dans son contexte. Donc, bref, je ne sais pas si ça fait du sens, mais… Bien, ça fait tellement de sens parce que tu en as fait une priorité puisque j'allais te demander comment tu arrives à gérer ton temps. On sait à quel point que c'est tellement… Tu fais des choses, tu es partout, tu es tellement impliqué dans un paquet d'affaires, mais toi, tu l'as inséré dans ton horaire. Donc, c'est aussi important que n'importe quel autre rendez-vous que tu as. Il fait partie de ton mode de vie. Ça devrait être les premiers rendez-vous dans votre calendrier. C'est super contre-intuitif parce qu'on se dit quand j'aurai quoi? Quand j'aurai fini mon programme en ligne, quand j'aurai eu ma promotion, quand j'aurai quoi? Quel montant d'argent? Tu vas commencer à t'entraîner quand? Quand tu auras du temps, fortes sont les chances que tu ne l'auras jamais. Donc, quand comme moi, j'amène les gens à fixer des objectifs, je te dis, regarde, on va commencer d'abord avant tout avec des rendez-vous avec toi-même. Mets-les à l'horaire. Même si tu ne les respectes pas, mets-les à l'horaire. Bloque du temps pour toi, que ce soit yoga, méditation, pilates, marche en forêt. Par la suite, as-tu une famille, as-tu des enfants? Bloque, tournoi de hockey, bloque des dates avec ta femme, vendredi soir, les dimanches soirs, bloque, même si tu ne le fais pas, bloque ta vie. Après, bloque le professionnel. Très, très bon conseil. Ça résonne très, très fort parce que quand on est en démarrage d'entreprise, c'est très facile de se perdre là-dedans. Je viens de le vivre, à quel point on peut se perdre et ne mettre que tout notre temps là-dedans. Et finalement, on en oublie même d'aller prendre de l'air dehors. Donc, ça résonne très fort. Ne reste que 15 minutes. Il ne reste que 15 minutes, 20 minutes. Juste aller s'asseoir, se déposer, contempler ce qu'on appelle prendre un retrait psychologique. Juste déconnecter, juste aller s'asseoir. Tu peux regarder la nature, regarder les feuilles, regarder un peu comment… Juste te déposer. Je ne dis pas d'aller courir un Ironman. Je dis juste de prendre des pauses pour soi. Toutes les études en psychologie de la performance, qui est mon premier corps de métier, démontrent qu'on a un horizon maximal de 45 à 50 minutes de performance. On devrait prendre des pauses psychologiques, des retraits psychologiques, que ce soit étirement, respiration, se déconnecter de son écran à peu près dans ces horizons-là. Est-ce que ça veut dire que des fois, on ne rentrera pas dans le flow pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures? Non. Fais le flow quand tu es dedans. Mais de te faire à croire que 8 heures par jour devant l'écran, qu'il y a beaucoup de gens qui font, 10 heures par jour en mangeant à côté, hey, arrête de manger. Savoure tes aliments, mastique tes bouchées. Mais il y a la majorité des gens, il y a beaucoup de gens, c'est quoi? Ils vont manger, ils vont regarder l'écran en même temps, ils continuent à travailler. Là, après ça, c'est comme, hey, tu es en train d'abîmer énormément ta santé mentale et ta santé physique aussi. En parlant de santé mentale, on vient de traverser, on est encore d'ailleurs dans un moment assez crunchy en tout cas, je ne pensais pas vivre ça de mon vivant. Et c'est une des raisons qui m'a amenée à faire ce que je fais parce que je sens que je fais une différence. Et quand on te le dit à toutes les fois que tu rencontres quelqu'un, à quel point tu as eu une influence sur leur vie,
moi, ça a été mon moteur et je ne vais pas arriver dans un meilleur temps que dans la période de la pandémie. Comme il y en a beaucoup qui souffrent justement parce qu'ils sont affectés par plein de raisons au niveau travail, dépression, etc. Je suis passée par là, donc je peux comprendre quelqu'un qui n'aurait jamais pensé se retrouver en dépression. Donc, quelqu'un qui serait vraiment à son plus bas là, en ce moment, puis qui t'écouterait aujourd'hui, puis la rediffusion là, pendant les prochains jours, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent complètement à terre pour être capable quelqu'un qui est à terre, mais qui rêve toujours? Comment est-ce Quelqu'un qui que est quelqu'un qui est par terre, là, qui sent, là, moi j'ai passé par là la dépression, ça fait pas tant longtemps, mais j'avais des rêves encore. Donc, quelqu'un qui est par terre, mais qui a des rêves encore, est-ce que tu penses que c'est possible de se relever plus facilement parce qu'on a des rêves, justement? ben, c'est sûr. Moi, je dirais, numéro un, l'espoir, c'est un très grand moteur. OK? Donc, à un moment donné, lorsqu'on vit des événements comme ça qui peuvent être extrêmement, extrêmement difficiles, donc, il y a plein d'études qui démontrent que on peut devenir très, on va dire, généraliste. OK? On peut faire des affirmations comme je m'en sortirai jamais, j'aurai plus jamais d'opportunité. Il n'y a plus jamais personne qui va me faire confiance. OK? Donc, ça, c'est un gros piège en psychologie positive, alors que la réalité, c'est que there's no such thing. C'est impossible. On comprend? Mais par contre, on voit tellement la montagne grosse que là, on est rentré dans un langage qu'on va appeler peut-être un peu plus de narratif, plus de victime, qui est normal. Mais une des premières choses, c'est peut-être de faire comme, hey, on va catégoriser en départements. OK, tu as fait un burn-out et là, tu penses que OK, ton patron ou tes collègues vont jamais te voir de la même façon. Bon, OK, attends. OK, admettons que c'est 4 sur 10 en professionnel. Quels sont Sylvain Boudreau en parle bien, mon bon ami, les départements de ta vie? Tu es en santé, tu as 3 repas par jour, OK? As-tu une femme? As-tu des enfants? Il faut faire un inventaire des départements et cesser de généraliser, mais vraiment isoler l'endroit où ça a coulé. OK? Quand j'ai fait en 2004, je crois, une randonnée de sous-marin avec mon frère, il était sous-marinier pour la marine canadienne, ben, il expliquait que, admettons que le sous-marin est d'une grandeur, admettons, de 50 mètres, ben, il faut comprendre que le sous-marin, ben, il y a le devant et là, il y a des écoutilles, il y a une porte pour le rendre hermétique. Après ça, il y a une autre section, il y a une autre porte qu'on pourrait fermer pour le rendre hermétique. Il y a le centre, il y a la 4e partie, la 5e partie. Chaque partie du sous-marin a des écoutilles pour la rendre hermétique en soi. Pourquoi? Parce que si le sous-marin commence à couler au bout, ça ne veut pas dire que tout le sous-marin va couler. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ferment l'écoutille ici et vont rendre hermétique cette section-là qui a coulé jusqu'à temps qu'il revienne à la surface pour qu'il aille le faire soudre, tu comprends, la partie qui est brisée ou quoi que ce soit. Mais un peu, c'est la même chose en dépression ou en période d'épreuve. C'est pas parce que ça coule en avant que ça coule partout. Tu comprends? Et ça, c'est important d'avoir un peu un mindset et d'être capable d'aller fermer de façon hermétique et isoler l'endroit où peut-être qu'on a échappé la balle, tout simplement. Par la suite, ben, de garder espoir. T'sais. Moi, j'aime beaucoup dans mon mode espoir, pas pour me comparer, on va dire on se compare, on se console, mais pour moi, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça sombre quand que je parle de la mort ou que moi je trouve une grande source de motivation au fait qu'un jour, mon aventure sur Terre Elle va va continuer. Tu vas graduer dans autre chose. exactement, mais va se terminer sur la Terre. Par la suite, ça sera une autre affaire. Mais j'ai aussi une relation très particulière avec mes ancêtres. Moi, les gens qui sont passés avant moi, soit mes grands-parents, mon grand-père a fait la guerre en 1942. Il a écrit 900 lettres d'amour à ma grand-mère qu'il n'avait jamais rencontrée en passant. C'était des correspondants de guerre. Et il est revenu de la guerre. Ils se sont rencontrés une première fois sur la gare de Montréal quand il est arrivé de train d'Halifax après avoir volé de l'Allemagne jusqu'à Halifax. Et ils ont fondé une famille avec rien, zéro, en s'écrivant 900 lettres pendant 3 ans. Parce que mon grand-père prenait des prisonniers de guerre, il les mettait dans des granges. Hey, attends, là. Donc, oui, j'ai des épreuves, là, mais à ce que je sache, je ne suis pas en train de, tu comprends, C'est pas la guerre. d'avoir des balles qui me flyent le bord des oreilles et que je reviens avec 10 sous dans mes poches pour fonder une famille. Next level, là. Donc, pour moi, d'aller puiser
de l'inspiration, ou on va dire de la perspective ou de la mise en hauteur avec moi, là, qui a fait que je suis ici aujourd'hui? Et souvent, je veux dire, ben, je le dois à mes ancêtres aussi, de prendre la hauteur et de me calmer et de comprendre qu'il y a de l'espoir. Parce que garantis que s'il y avait de l'espoir pendant la Grande Dépression, où ce qu'on mangeait avec un sac de patates dans une semaine, puis une livre de ballonné à 9, 10, 12 enfants, et que des gens écoutaient la télévision, et des fois, la télévision apprenait qu'il avait été choisi pour aller en guerre, c'est next level. Là. On n'est plus là du tout. Là, OK? Oui, on a nos problèmes d'aujourd'hui, mais en même temps, je me dois d'avoir de l'espoir que, hey, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, OK, j'ai des ressources, j'ai des possibilités, il ne faut pas que je m'isole. Donc, on commence à comprendre maintenant la santé mentale, on en parle plus. Alors, moi, je dis espoir. Hermétique, par la suite, l'espoir, c'est très, très, très puissant. OK? Ça va mal aujourd'hui? Absolument. Ça va peut-être aller mal pour une semaine. Ça va peut-être aller mal pour un mois. Mais il y a de l'espoir. Et le troisième que moi je dis, c'est comme même si présentement la dernière chose que ça te tente de faire, c'est de bouger, je te garantis que de commencer à mettre tes espadrilles et aller marcher 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. OK? Il y a plein d'études qui existent sur la relation, sur se remettre en mouvement. Évidemment, quand tu vas te mettre en mouvement, juge-toi pas, critique-toi pas, lapide-toi pas psychologiquement pour dire que j'ai juste été marcher 2 minutes, je suis moins que rien. Les voisins vont voir que je suis juste sorti 2 minutes. Non, juste va marcher pour toi, mets-toi de la musique, fais-toi du bien. Et tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Juste comme Nelson Mandela disait, juste mets un pied sur le premier escalier. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est de rendre hermétique la situation, bien l'isoler et regarder les autres catégories de ta vie où c'est pas 2 sur 10? Et par la suite, toute cette notion-là d'espoir. Il y a des gens qui ont traversé des choses difficiles aussi. Okay? On n'est pas la seule personne à vivre une dépression. Toi, tu l'as fait. Un burn-out, tu t'en es sorti. Espoir. Qui d'autre? Espoir. Qui d'autre? Espoir. Donc, on ne peut pas généraliser et s'isoler comme ça. Et toute cette notion-là de mouvement, juste de se mettre en mouvement, se faire du bien. Et surtout arrêter de se critiquer ou se stéréotyper ou s'étiqueter pour peu importe ce qu'on est en train de vivre. Alors là, tout le monde s'est bien rendu compte pourquoi je t'aime autant, pourquoi tu motives et inspires autant de monde, pourquoi tu es tellement authentique, c'est extraordinaire. Ceux qui voudraient se joindre à l'Académie Zéro Limite et faire comme moi et profiter de tes enseignements, quand est-ce qu'est la prochaine ouverture des portes? Mars prochain. Donc, Mars prochain. ouais, mars 2022. OK. Ben écoute, c'est sûr que moi, je vais le poster quand ça sera le temps. Je vais poster les informations sous la vidéo pour que les gens puissent continuer à être inspirés par Martin Latulippe. Moi, tu as fait une grande différence dans ma vie. Je sais qu'il y a bien des gens aussi que j'ai appris à connaître au travers l'Académie Zéro Limite. Ça fait combien de temps que ça existe en ce moment? Ça fait c'était 10 ans l'an passé. Donc, on va commencer notre 11e année l'année prochaine. Ben, laisse-moi dire que tu fais une différence dans ce monde, Martin Latulippe. Tout le monde le dit, on le sait, mais pour moi, aujourd'hui, c'est un moment important parce que je n'ai jamais osé aller te voir quand on a fait, quand c'était mon année, parce que je n'avais pas l'impression que j'étais sur mon étoile. Je n'avais pas l'impression que j'avais le projet. On dirait que je me sentais, bien évidemment, le sentiment de l'imposteur. Mais aujourd'hui, je peux dire que je me sens vraiment confortable dans ce que je fais. Je sens que je fais une différence. J'avance dans mes choses, je suis fière. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de dire je suis fière, puis je suis heureuse que tu sois sur ma route. Merci, merci, merci d'avoir Merci pris le temps beaucoup. de venir parler avec ton élève. Je t'envoie beaucoup de love et ceux qui sont en écoute, en direct ou en rediffusion, j'envoie beaucoup, beaucoup de love aussi. Donc, attendez pas d'être sur votre étoile pour venir me voir, OK? Non, Venez me c'est parler. justement, Exactement. je ne serais Faites-moi un pas ici coucou. aujourd'hui. Exactement. Donc, mais merci pour ces beaux mots-là. Puis bravo, bravo pour tout ce que tu as fait et ce que tu as osé et surtout ce que tu es en train de devenir. Ça vaut beaucoup que tu me dises ça, vraiment, vraiment. Merci infiniment. Je te souhaite une magnifique journée. Au plaisir de Ça fait recroiser ta route. plaisir. Bye, mon Bye ami. bye. Bye.